Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment fonctionne l'infraweb de Quanta. Donc, c'est-à-dire comment on fait pour qu'une requête qui arrive sur le site, donc ça peut être une requête d'un client qui veut regarder une page ou une requête d'un agent qui veut envoyer ses données à Quanta, comment c'est traité, comment ça arrive jusqu'à l'application et quels sont les différents services qu'il y a autour et comment on le pilote un petit peu. Donc comme la dernière fois, je vais commencer par un bref historique, donc très très bref cette fois-ci parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution là-dessus, sur comment c'était avant, comment c'était maintenant. Après on va parler du système de reverse proxy, donc je vous expliquerai aussi ce que c'est qu'un reverse proxy. Donc je vais présenter les différentes composantes qui sont dans l'infrastructure. Je vais parler un peu du mode maintenance, donc ça c'est plus niveau opérationnel, comment on fait nous pour gérer nos périodes de maintenance, pour pouvoir faire une maintenance sur seulement un serveur et pas tous. Comment on fait pour faire des failovers, c'est en cas de panne. Et ça va être aussi le moment pour moi de m'étendre un petit peu plus sur les infraweb en général et d'expliquer pourquoi c'est fait comme ça et quels sont les éléments vraiment clés à retenir dans ce type de setup qui est souvent reproduit par nos clients d'ailleurs. Donc ce sera intéressant je pense pour avoir une vision plus globale de comment on monte une infraweb en 2016. Puis enfin, je finirai par passer rapidement sur la partie opération, comment on manage tout ça. Ce sera plus technique mais assez rapide. Et après, je vous laisserai poser vos questions. Évidemment, si vous avez des questions au fur et à mesure, je vous invite à les poser au fur et à mesure des slides. Alors c'est parti. Bref historique, au début Quanta c'était comme ça. C'est-à-dire qu'on avait quantamonitoring.com qui redirigeait directement sur une seule machine qui s'appelait QM3K Prod 1 où il y avait Apache avec un truc qui s'appelle Passenger qui permet de faire tourner notre application et qui traitait toutes les requêtes. Donc ça veut dire que n'importe qui allait sur Quanta, il arrivait nécessairement sur ce serveur, sur ce truc-là. Ça posait quelques soucis. Déjà, le premier, c'est que si le serveur meurt, le serveur meurt et Quanta meurt. Passenger, c'était pas cool, je trouve. Et Apache, j'aime pas trop ça. Donc voilà, c'était les principaux défauts du système. Je vais vous montrer ce qu'on a fait maintenant. Vous allez voir, ça a pas mal changé. Voilà, maintenant ça ressemble plutôt à ça. Donc c'est un peu plus compliqué évidemment, un peu plus complet, et on voit que tout va au moins par deux. Ce qui est un bon indicateur de je peux subir une panne. Donc il y a toujours notre super comptage quantamonitoring.com qui cette fois-ci renvoie plus vers un seul serveur mais vers deux serveurs. Donc ça utilise un mécanisme qui s'appelle le DNS round robin. Ça veut dire que quand on regarde ce que c'est quantamonitoring.com, ça va donner deux IP et les navigateurs ils vont choisir d'utiliser l'une ou l'autre au hasard, ce qui fait qu'en fait ça va arriver un coup sur ce serveur, un coup sur celui-là. Ça pose quand même un problème. C'est que si un serveur meurt, les browsers vont quand même essayer de s'y connecter, donc potentiellement un coup sur deux, ça va pas trop marcher, le temps qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils se reconnectent à l'autre. C'est pas un mécanisme hyper performant pour faire du failover. Heureusement, là, avec ce que j'ai fait sur la nouvelle infrastructure, on a la possibilité très facilement de déplacer l'une des IP sur l'un ou l'autre serveur. Donc ça veut dire que si je perds ce serveur par exemple, je peux prendre son IP et la mettre là-dessus, ça prend environ une minute. Je pense même que je vais l'automatiser et que le monitoring va le faire tout seul. Si ça marche plus, il va le basculer. Ça permet quand même de compenser pas mal ce petit souci. Donc ensuite, quand on arrive là-dessus, ça nous redirige vers l'un de ces deux serveurs. Donc imaginons qu'il arrive celui-là, on va arriver sur un truc qui s'appelle Nginx, que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est un serveur web donc qui s'occupe lui de recevoir les requêtes. Et lui, il les traite pas. Il les forward à un autre truc qui s'appelle HAProxy, qui est un load balancer. Ça veut dire que HAProxy, lui, il va connaître tous les serveurs qu'on a derrière, où il y a vraiment l'application qui tourne. Et pour chaque requête, il va dire tiens, va sur ce serveur ou va sur ce serveur. Il va se charger d'orienter un petit peu les requêtes là où il y a de la place. Là, en l'occurrence, ça load balance par celui sur lequel il y a le moins de connexion pour essayer de bien répartir la charge. Donc Nginx sait le faire aussi, mais c'est un peu moins pratique à configurer à la volée. Donc j'ai préféré mettre une deuxième couche qui est plus spécialisée vraiment le balancing et Nginx qui est vraiment reverse proxy. Donc un reverse proxy, qu'est-ce que c'est? C'est un composant qui lui se charge de recevoir les requêtes, qui ne les traite pas, qui se charge juste de les analyser, de regarder quel site c'est, où est-ce que je dois l'envoyer, etc. Et de la forwarder au serveur qui va vraiment la traiter. Donc en l'occurrence, quand Quanta reçoit une requête, le serveur qui va vraiment faire des requêtes dans la base de données, générer les pages, etc., c'est cela. Donc c'est un truc qui s'appelle Unicorn, qui permet de faire ça. J'y reviendrai un peu plus tout à l'heure. Donc bon, on a rajouté quelques étapes.
Il y a quand même une particularité, c'est que Nginx c'est un très très bon serveur pour servir des fichiers statiques. C'est-à-dire que bon, sur les pages dynamiques, il sait pas faire tourner PHP comme sait le faire Apache, il sait pas faire tourner Ruby non plus, il sait juste forwarder vers un truc qu'il sait le faire. Par contre, pour les fichiers statiques, c'est super efficace. Du coup, il s'occupe de servir toutes les images et tous les JavaScript, etc. De l'application. Donc en fait, on les copie quand on est en prod sur ces serveurs. Et Nginx, il est capable de les servir directement sans aller passer par là, puis par là, pour que ce soit un serveur qui lui est balèze pour servir des pages générées, mais des fichiers statiques pas vraiment, c'est pas vraiment son métier. Donc ça permet d'avoir les fichiers statiques servis un peu plus rapidement et de libérer de la place surtout pour pouvoir traiter des requêtes qui demandent du processing. Je sais pas si c'était très très clair ou si vous avez des questions jusqu'à maintenant. J'étais un peu vite donc. Donc, ouais, donc le unicorn, c'est pour faire tourner toute la partie qui est en Ruby on Rails. C'est exactement ça. Et donc, s'il y a je sais pas, des petits visuels, une image, le petit logo Quanta qui est dans la barre sur le côté, bah lui, quand notre navigateur veut récupérer cette image-là, c'est Nginx qui va le répondre directement. C'est exactement ça. Ça descend pas jusqu'en bas. Ça va pas en bas. Par contre, quand on va loader un graphe, là, ça va aller taper dans la web app. Là. Exactement, ça va demander les données, ça va construire le graphe, c'est le navigateur qui va le faire en l'occurrence, mais ça va récupérer les données depuis l'API là-dessus. Donc ça va faire toute la chaîne. Voilà. Les assets statiques aujourd'hui dans Quanta sont loadés via un DNS qui est différent. Asset.quantamonitoring.com. Ouais, c'est tout à fait vrai. Assets.quantamonitoring.com, ça pointe vers exactement la même configuration serveur, sauf que du coup c'est un domaine différent et ça permet aux navigateurs de les charger en parallèle. Donc c'est une optimisation qu'on propose souvent à nos clients, de pas servir leur fichier statique depuis le même nom de domaine que le reste de leur application. Ça permet au navigateur de paralléliser un peu plus parce que lui par défaut il ouvre 8 connexions maximum sur un nom de domaine. Donc si on en met 2, il peut en ouvrir 16 en même temps et donc récupérer tout en parallèle. Donc effectivement on a fait ça en mettant les assets là-dessus, ce qui est un peu mieux. Voilà. Alors, la suite, donc du coup, petite présentation des différents composants et de leur métier distinctif. Donc Nginx, c'est le point d'entrée pour tous nos sites. Donc on héberge aussi d'autres sites, il n'y a pas que l'application, il y a le site core, il y a le blog, il y a l'extranet partnership, il y a plein de sites internes, notre staging, le monitoring, tout un tas de trucs. Tout ça, ça passe systématiquement par là. Donc c'est lui qui se charge de dispatcher vers les bons serveurs, vers les bons trucs. C'est son métier. Il s'occupe aussi de faire ce qu'on appelle le SSL offloading. Ça veut dire que les connexions vers Quanta sont tout le temps sécurisées avec HTTPS. Sauf que ça a un coût quand même en ressources de déchiffrer les communications. C'est Nginx qui le fait et du coup tout le trafic qui passe derrière vers nos serveurs, lui il est plus chiffré et donc les serveurs n'ont pas besoin de s'occuper du HTTPS. Donc ça c'est son deuxième métier. Donc il sert les fichiers statiques aussi. Il fait du contrôle d'accès, donc par exemple c'est Nginx qui va dire que pour se connecter à staging il faut être au bureau ou être en VPN, etc. Il va gérer ce genre de règles là. C'est pratique que ce soit sur Nginx parce que du coup il y a un seul point d'entrée à configurer et on sait que ça ira pas derrière, donc même si l'application est moyen sécurisée, si on sécurise à ce niveau là, ça fait déjà une bonne couche de sécurité. Donc bon, il y a reverse proxy vers HAProxy qui fait le balancing. Il y a deux trucs qui manquaient à Nginx pour que je puisse l'utiliser sans HAProxy. C'était la reconfiguration vraiment à la volée, donc ça veut dire que je peux lui parler pendant qu'il tourne et lui dire en fait t'enlèves ce serveur là, je veux plus que tu lui envoies du trafic. Ça il sait pas le faire. Il faut forcément le redémarrer et donc interrompre toutes les connexions, c'est pas super. C'est pour ça que j'ai choisi HAProxy qui lui sait faire ça. Et deuxième truc, c'est qu'il sait pas faire de ce qu'on appelle un proxy TCP. Ça veut dire que lui sait traiter des requêtes qui sont HTTP, donc les requêtes web, mais j'ai besoin aussi sur mes load balancers d'avoir deux types de trafic. Par exemple, MySQL, ça passe aussi par ces serveurs-là. Quand l'application veut se connecter au MySQL de prod, il va passer sur ces serveurs qui lui va lui rouvrir une connexion et choisir un serveur en fonction de pas mal de paramètres. Ça, Nginx ne savait pas le faire non plus, donc c'est pour ça qu'on a mis HAProxy en plus. Est-ce que Nginx, il gère les sessions utilisateurs Au final, pas du tout. En fait, non, pas vraiment. Les sessions, elles sont gérées par des cookies. Donc ça veut dire que c'est les serveurs derrière qui renvoient des cookies à l'utilisateur, qui le navigateur les garde et il les donne à chaque fois qu'il veut faire quelque chose. Ce qui fait que après, quand ça réarrive au serveur Unicorn, lui, il peut regarder le cookie et savoir quel utilisateur c'était. Donc Nginx, il en a rien à foutre de qui
de qui se connecte ou de qui c'est, et lui il forward juste la requête. Il fait vraiment rien qui est métier. Son métier c'est vraiment juste de passer. Enfin, de vérifier qu'on lui demande un truc qui existe et de le passer. Donc HAProxy, un petit truc que j'aime beaucoup, qui est super efficace et pas mal utilisé pour faire ce qu'on fait. Je crois que j'ai déjà couvert la majorité des points, donc ça fait reverse proxy pour HTTP pour les requêtes web et TCP pour MySQL en l'occurrence. Ça supporte la reconfiguration à la volée. Donc là je m'adresse principalement aux tech, il faut faire attention quand même parce qu'il y a 2 serveurs. Donc il faut les reconfigurer en même temps, sinon ça fait des inconsistances. Si j'enlève par exemple un des serveurs d'application du premier reverse proxy mais pas du deuxième, toutes les connexions qui vont arriver sur le deuxième, rien ne va les empêcher de taper sur le serveur que j'ai enlevé. C'est pas une synchronisation automatique Non, mais dashboard qui permet de configurer ça, lui il se connecte aux deux et il le fait sur les deux. C'est juste qu'il ne faut pas le faire à la main, ou alors il faut le faire sur les deux. Donc ça supporte des configurations assez intéressantes et assez avancées sur le load balancing. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais globalement ça permet de faire pas mal de tests à chaque fois pour vérifier qu'un serveur est toujours actif et l'enlever du pool et plus l'envoyer de trafic si on voit qu'il est mort. Donc c'est lui qui détecte ça et qui est capable de les enlever. Ce qui fait que si là par exemple je casse un serveur de prod, il va automatiquement être enlevé. J'ai aucune action à faire, on n'essaiera plus de lui envoyer du trafic. Donc c'est un des avantages. Et j'ai développé un petit truc pour le manager un peu plus facilement qui s'appelle HAPAPI. Enfin, c'est pour App API en fait, mais du coup c'était rigolo. Qui permet coup de curl de le reconfigurer, c'est assez pratique pour faire des web services dessus. Voilà, donc il faut faire attention avec ce truc là quand même, il ne faut pas le restart à la bourrin parce qu'il gère les connexions MySQL. Donc si on coupe, on coupe le MySQL, ce qui n'est pas très marrant. La suite. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Pour le moment, je ne sais pas si c'était très clair. Je m'étendrai un peu plus sur. C'est pas simple pour l'équipe sales. Ouais. Je pense pas que ce soit le point le plus important pour vous aujourd'hui. Ça va être quand je vais parler après ça des infraweb et de pourquoi on met des composants comme ça devant et de comment ça fonctionne. Et ça, je pense que ça va beaucoup plus vous intéresser. C'est vrai que la partie HAProxy, c'est vraiment plus pour les techs. Mais savoir que ça existe, c'est bien quand même, je pense. On va savoir comment redire, mais. Non, mais bon, ça vous permet quand même d'avoir un aperçu, je pense, de pourquoi, de comment on peut faire, nous, si on enlève un serveur, etc. C'est des choses qu'on sait faire, quoi. Juste, s'il y a un truc primordial à retenir là-dedans, n'hésite pas à le dire, parce que pour l'instant, pour ma part, je survole un peu le côté technique. Ok. Le truc primordial à retenir, c'est que ça marche tout seul. Globalement. Donc on en vient à Unicorn, donc ça c'est un truc écrit en Ruby, donc qui charge notre application et qui reçoit les requêtes envoyées par les serveurs avant et qui les traite. Ça c'est issu de la doc, c'est un rack HTTP server for fast clients en Unix. Donc je vais revenir sur ce que c'est des fast clients après, mais c'est assez important et ça je vous l'expliquerai vraiment en détail. Donc il y a quelques features sympas dans ce truc là, c'est ce qu'on appelle du self-balancing, ça veut dire qu'en fait il va avoir un nombre de workers déterminé. Par exemple, je vais avoir 8 processus par serveur qui sont prêts à traiter une requête et c'est l'OS qui en fait ils vont tous écouter sur le truc et du coup dès qu'il y a une requête qui arrive, c'est vraiment celui qui est dispo qui la prend le premier. Il n'y a pas vraiment besoin de se demander à quel worker je vais l'envoyer, etc. Comme avant pour choisir le serveur. Donc c'est assez cool que ça marche tout seul, quoi. Il n'y a pas vraiment de logique là-dessus, c'est vraiment automatique. Et donc le moins il en fait, le moins ça bug. Donc c'est pas mal. C'est rapide. On peut y accéder par le VPN sur le port 8000. Ça c'est plus pour les techs aussi. Si vous voulez tester juste un des serveurs d'application directement sans passer par le reverse proxy, par exemple, si on l'enlève du pool pour tester, pour faire pour faire n'importe quoi, on peut y accéder via le port 8000 en tapant son adresse directement. Ce qui permet du coup d'avoir l'application servie directement par ce serveur en bypassant toute la chaîne. Donc si on a un serveur en maintenance, typiquement c'est pratique de passer comme ça. Ça je vais y revenir un peu après. Maintenant d'ailleurs je crois. Non, je vais parler de ça. Donc le mode maintenance. Vous avez déjà tous dû voir à un moment ou à un autre la super page de maintenance Pointa s'afficher dans votre navigateur quand vous essayez de refresh Pointa pendant qu'on est en prod ou pendant que c'est cassé par exemple. Si vous l'avez pas vu, ça arrivera un jour. Malheureusement. Ou des erreurs in maintenance dans l'application qui arrive, ça c'est le même principe.
Le mode maintenance, c'est un truc qui fait que quand il n'y a aucun serveur qui est dispo pour traiter la requête, ou qu'on les a désactivés volontairement, ça va rediriger automatiquement vers un truc qui va afficher une belle page de maintenance. Et ça s'administre via le dashboard. Donc là j'ai mis 2 écrans, ça se trouve dans la section Truth Balancer. Vous me remercierez pour le jeu de mots. Donc on voit la liste des différents proxys. Donc ça c'est les différentes configurations. Par exemple QM3K 3W Prod, c'est là-dedans qu'il y a les serveurs Unicorn. QM3K MySQL Prod, c'est là-dedans qu'il y a les serveurs MySQL de prod. C'est assez logique. Et après quand vous cliquez sur l'un d'entre eux, on voit tous les serveurs qui sont actifs dedans. On voit aussi un serveur MMT d'ailleurs qui n'est pas checké, on ne fait pas de check dessus. Quand il n'y a aucun serveur actif, ça va taper sur celui-là, c'est ce qui fait que vous allez recevoir des messages d'erreur ou des pages de maintenance. Et donc on peut soit disable complètement tous les serveurs, ce qui fait que ça va envoyer la page de maintenance à tout le monde, soit juste en enlever un, ce qui fait que le serveur va plus recevoir de requêtes, mais que les autres vont continuer à fonctionner, donc prendre l'intégralité de la charge. Mais du coup, si je veux enlever QM3K 3W Prod 4 pour faire des tests dessus, j'ai juste à cliquer là, et hop, il est plus dans le pool et je peux faire tout ce que je veux avec. Donc c'est assez pratique. Moi en tout cas je m'en sers assez souvent quand j'ai besoin d'un serveur, de le sortir pour faire des tests ou quoi que ce soit en production, on peut le faire de là. Pareil, si on se rend compte qu'il y en a un qui marche pas bien mais que le health check l'a pas détecté, il y a moyen de le disable à la main. Généralement ça va marcher tout seul, ça va déjà être enlevé automatiquement, mais on peut quand même le faire. Donc bon, ça existe, c'est assez pratique. Si on veut mettre toute l'app en maintenance, il y a un bouton à cliquer, donc c'est pas quelque chose de compliqué à faire non plus. Voilà. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il reconfigure les 2 reverse proxy en même temps, comme ça pas de problème de synchro ou quoi que ce soit. Ouais, Guillaume. J'ai une question, si tu cliques sur Disable sur un serveur, imaginons qu'il y ait plein de clients en cours et qui sont en train d'utiliser l'app, est-ce que, à quel point ça coupe un peu bourrin ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui vont être perturbés par cette désactivation? Sur les 3W, non. Il garde toutes les connexions en cours, c'est juste qu'il en autorise plus de nouvelles vers ce serveur. Donc quelqu'un qui est en train de loader l'app à ce moment-là, qui est traité par le prod, il se fait pas avoir. Et qu'on clique sur Disable au moment où c'est en train de loader, ça va attendre que ça va plus accepter de nouvelles connexions vers ce serveur. Enfin, ça va plus en envoyer. Le serveur, lui, de toute façon, il s'en fiche qu'il soit dans le pool ou pas, c'est pas son métier. Mais ça va plus en envoyer, ça va laisser celles qui sont en cours se terminer, et c'est tout. Par contre, c'est différent pour MySQL, où là, quand on disable un serveur, ça shutdown toutes les connexions. Et ça, c'est obligatoire pour pouvoir faire un failover propre, et pas avoir des connexions sur plusieurs serveurs en même temps, ce qui serait hyper dangereux. Je reparlerai sur mon talk MySQL, mais c'est un comportement différent. C'est pour ça qu'on a mis en place un peu de tooling d'ailleurs sur MySQL pour plus avoir ça. Tout à l'heure, j'ai fait un failover, personne n'a rien vu. Tu vas kiffer le talk MySQL, je pense. Ouais, je pense que ça va être... Tu me diras que je prévienne mon médecin de faire un mode d'absence. Voilà. Ok. Donc bon, il y a d'autres sites. Derrière Quanta, j'en parle très rapidement pour expliquer où ça va. Donc il y a globalement 3 machines qui hébergent aussi du web chez Quanta. 3W4, où il y a le site core, donc ça c'est du PHP, où il y a partners.quantamonitoring.com, l'extranet partnership, ça c'est du Node. 3W internal 1 qui héberge Redmine et Dashboard, et Zabbix 3 qui héberge Zabbix, comme on aura deviné. Voilà, donc c'est juste pour que vous sachiez où c'est, mais c'est pas très important. Et tout ça aussi c'est derrière reverse proxy, donc on n'y accède pas directement. Et vous noterez qu'il y a du failover nulle part sur ceux-là, donc ceux-là on peut les péter d'un coup, c'est facile. Zabbix 3, c'est le fameux serveur qu'on va éteindre le jour où on n'aura plus besoin de le surveiller. Non, c'est différent. Ça, c'est notre monitoring interne. Le serveur Zabbix 3, il n'a pas une interface web, mais l'application s'y connecte directement sans passer par les reverse proxy pour le coup. Et il va dégager en décembre, effectivement. De toute façon, il n'y en a qu'un, donc il n'y a pas de raison de faire du failover, il n'y a qu'un serveur. Du coup, j'ai pas bien compris. Le Zabbix 3, c'est notre monitoring interne, donc c'est vraiment tout l'interne. L'autre serveur Zabbix, c'est le Zabbix qui polle les clients en prod actuellement. Ils sont encore sur Zabbix. Il s'appelle pas Zabbix 3, il s'appelle QM3K ZBX Prod 3, je crois. D'accord. Ok. Un truc comme ça. Qui permet de bien retenir d'ailleurs, c'est cool. Donc celui-là, on va le garder. Celui-ci, on va regarder, Voilà. je viens de le faire, on va rejeter tout de suite. On va acheter Zabbix 2 par contre, mais voilà. Donc ça, c'est ce qui, pour être aussi concret, c'est ce qui, dans le cadre de l'astreinte, va vous envoyer des SMS quand, par exemple, l'appli est par terre en pleine nuit. C'est Zabbix 3 qui détecte qu'il y a un problème et qui vous envoie, et qui, via un décall API vers le système de SMS, le fait qu'on... Exactement. Et Dashboard,
comme c'est un terme générique qui est utilisé dans plusieurs fonctions dans l'app et ouais. là c'est votre dashboard à vous de Ouais, suivi des serveurs. Pas que le suivi des serveurs, c'est le dashboard.quanta.gr où on gère les comptes utilisateurs, les serveurs, une partie, le load balancing. Il y avait un moment un module QSM dessus. Il y a pas mal de trucs, quoi. C'est un outil interne, enfin c'est un dashboard interne, quoi. Principalement pour moi en fait, mais voilà. mais ouais, c'est ça. Et Redmine, c'est là où vous mettez vos congés. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, petit point opération et après je vous explique, je reviens sur mon schéma du début et je vous explique ce qui vous intéresse. Donc ça c'est vraiment pour les techs, je vais passer rapidement dessus, mais globalement voilà les commandes pour restart et reload les services. Ça c'est pour tester la conf Nginx, c'est pratique avant de restart. De toute façon il ne voudra pas si c'est pas valide, donc voilà. Et puis les quelques trucs à vérifier avant de failover, les reverse proxy. Ou quand on cherche à diagnostiquer un problème sur l'app, c'est pratique de regarder ces trucs-là, enfin d'utiliser ça. De toute façon vous aurez les slides, je m'attarde pas dessus. Et je reviens à l'autre slide. Voilà. Donc maintenant ce qui nous intéresse en infra web, et pas mal aussi chez nos clients, c'est comment faire pour que ma capacité d'accueil soit pas dégradée par des clients, genre des mecs avec leur mobile au Guatemala qui chargent à 2 à l'heure et que du coup ils mettent 20 000 ans à télécharger une page et que pendant ce temps ça bloque mon serveur. Typiquement, Unicorn, lui, il avait marqué tout à l'heure for fast clients. Ça veut dire qu'il est optimisé pour traiter des requêtes qui vont aller très vite, donc des clients qui vont pas laguer à mort parce que il a un nombre de workers limité. Et Apache c'est pareil pour l'info, donc chez nos clients qui ont souvent Apache, il y a un nombre de workers limité. Et chaque worker va traiter une requête en même temps, pas plusieurs. Ce qui fait que si on envoie 10 mecs au Guatemala qui vont commencer à attaquer le serveur et à faire leur requête hyper lentement et à récupérer la réponse hyper lentement, pendant ce temps-là, personne d'autre peut utiliser ces workers-là. Ce qui fait que très rapidement, on sature le serveur, alors qu'en fait, il pourrait les traiter, c'est juste qu'il n'a plus de workers parce qu'ils sont blindés par des clients qui sont trop lents. C'est là qu'on a Nginx. Nginx, lui, ce qu'il sait bien faire, c'est accepter plein de clients. Et ce qu'il fait, c'est qu'il télécharge entièrement la requête. Il attend que le client ait tout envoyé. Une fois qu'il a ça, il va demander au serveur derrière. Donc entre ça et bon, même si on skip ça, entre ça et ça, ou entre ça et Apache, ça va super vite, on les met juste à côté. Il va attendre d'avoir la réponse. Une fois qu'il a la réponse, il ferme la connexion avec le serveur derrière, il fait OK, je te libère, et il envoie la réponse au client. Ce qui fait que le client, lui, il peut passer 10 000 ans à la télécharger. En attendant, je mets pas ma prod par terre. Et Nginx est programmé d'une telle manière qu'il peut accepter un nombre de clients relativement très très élevé sans avoir un worker par client systématiquement. Il va juste regarder, ok, je suis prêt à lui envoyer des données, je lui envoie, sinon je fais rien, je m'occupe des autres. Donc c'est un vrai avantage d'avoir un reverse proxy pour ça, parce que ça évite de surcharger sa prod avec des clients trop lents. Ça permet de contrôler un peu mieux ce qu'on envoie là. De servir les fichiers statiques et donc de pas, par exemple dans le cas de nos clients qui utilisent Apache et qui ont que Apache et pas de reverse proxy, souvent Apache ça va servir les requêtes dynamiques avec PHP et ça va servir les fichiers statiques aussi. Ce qui fait qu'un mec qui va se connecter la première fois, qui va demander 400 fichiers statiques, il va faire 400 requêtes et pendant ce temps les workers Apache ils peuvent pas traiter des requêtes PHP. C'est dommage, c'est leur métier. Alors que si on met Nginx devant, lui il va tout répondre, il va tout envoyer très très vite. Et Apache, il peut faire son rôle de serveur applicatif, ou Unicorn dans notre cas, faire son rôle de servir l'application, de charger les pages dynamiques et faire son métier, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment primordial de mettre des reverse proxy et de les configurer correctement. Et c'est pour ça qu'on le dit à nos clients aussi et que c'est c'est pour ça que c'est un vrai facteur de perf et de stabilité d'un site d'avoir un truc qui va un peu faire tampon et puis même si lui il a plus de connexion dispo, Nginx il va les mettre un peu en attente, il va ralentir un peu, il est capable de s'adapter vraiment très très bien. C'est pour ça que c'est cool de le mettre devant. Je sais pas s'il y a des questions là-dessus. Sur le concept de client lent, client rapide, si c'était très très clair. Oui, c'est clair. Bon. Okay. En gros, le but de l'opération c'est vraiment que les trucs qui vont faire des choses dynamiques, qui vont prendre du temps, qui vont coûteux, on les occupe pas avec des trucs qui savent être faits au-dessus, quoi. Pour répondre autrement, c'est clair dans le sens où on est rassuré que plusieurs cas de figure sont déjà prévus et que globalement l'infrastructure est faite pour gérer ces cas de figure. Donc, exactement.
peut-être pour ajouter ce que tu disais, ce qu'il faut voir, c'est que là, typiquement, ce système-là ressemble fortement à ce qui est mis en place en fait, chez nos clients dans le cadre de leur site de e-commerce. Donc nous, on l'a de manière appliquée à notre métier d'avoir une app, mais en fait, leur app, leur Magento, c'est la même problématique. C'est-à-dire que c'est quoi ? Ouais, voilà, l'équivalent de Magento, ce serait Unicorn. C'est-à-dire que très souvent, dans le e-commerce, nos clients, ils vont avoir Magento en bas. Et effectivement, quand le navigateur, l'utilisateur qui vient sur leur site, charge des images, des fichiers statiques, etc., et c'est directement NGINX qui va répondre. Donc du coup, Magento, lui, est même pas au courant qu'il y a une demande qui est passée. Et puis ça remonte tout de suite, et effectivement, ça lui prend pas de temps de CPU, quoi. Au final, lui, il est libre. Et c'est que quand il y a une requête sur quelque chose qui est dynamique, comme quelque chose qui finit par .html, donc ça veut dire que ça c'est une page à récupérer, là elle doit être fabriquée par Magento, et là ça va descendre plus bas. Et cette notion aussi de nombre de workers disponibles, ça vous pourrez aussi le voir de manière illustrée dans l'app. C'est-à-dire que si vous allez sur des clients qui ont bien installé, qui sont en licence business, donc qui ont les métriques avancées, et qui ont bien installé les sondes, et en fait il y a des métriques, il y a des graphes Pointa qui permettent de voir sur l'ensemble des workers, donc des processus Apache qui sont lancés, combien il y en a qui sont disponibles par rapport à ceux qui sont occupés. Et bien tuner ça, c'est quelque chose que n'importe quel hébergeur sur Magento doit savoir faire. Donc nous, on leur offre une visibilité pour aller justement optimiser cette partie-là. Donc c'est vraiment, ça s'applique de la même manière. Sachant qu'évidemment, avoir trop de workers, c'est complètement contre-performant parce qu'au bout d'un moment, le serveur il va être engorgé et du coup, il va accepter plein de requêtes mais pas savoir les traiter. Et donc tout va time out et ça va faire un effet de seuil dégueulasse et plus personne pourra utiliser le site. A l'inverse, en avoir trop peu, c'est dommage parce qu'on n'utilise pas les ressources du serveur au max. Donc faut bien le tuner pour avoir un bon équilibre et donc pas ralentir trop en mettant trop de workers et pas en mettre trop peu non plus pour pouvoir quand même avoir une capacité d'accueil suffisante. Donc ça c'est vraiment du fine tuning et c'est clair qu'avoir un reverse proxy devant qui fait un peu vas-y calme-toi, qui gère les clients lents, etc., ça va clairement avoir un vrai impact sur la capacité, enfin un impact très positif sur la capacité d'accueil. Donc c'est pour ça que la plupart mettent des reverse proxy devant. C'est comme si on parlait à Corrigan et qu'il avait une batterie d'assistants devant lui et qui pouvait répondre à 95% des questions à sa place, quoi. Et que de temps en temps, ils n'auraient pas la réponse et là, il la renverrait à Corrigan. Typiquement, une très bonne d'illustration d'un reverse proxy, c'est que là, Guillaume, c'est mon reverse proxy pour expliquer le fonctionnement d'NGINX. J'ai pas dit que vous étiez des slow clients. Petite question, est-ce que cette infrastructure, elle est en partie responsable du temps de chargement de l'interface Pointa Monitoring au moment où tu te logs ? Non, enfin c'est là que ça se passe. En fait, c'est juste parce que quand tu es super admin, ça va loader environ plein de trucs. Ça va charger tous les sites, etc. Et donc le temps, il se passe là-dedans en fait, c'est pas au-dessus. La requête, elle va arriver là, et puis... Il y a un peu de temps qui est passé, mais c'est principalement en bas que ça se voit de l'être. Ça se voit de l'être. Sinon, si on passait 100 millisecondes à faire ce chemin, on aurait des vrais problèmes. Enfin, nous pas vraiment, mais ce serait gênant quand même, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc le gros du temps, de toute façon, et même si on reprend le parallèle avec un site e-commerce, le gros du temps, il se passe là. Là, ça c'est que dalle de faire cette partie-là, c'est super rapide normalement. C'est juste qu'il peut y avoir des clients qui répondent plus ou moins vite, ou ça prend un peu plus de temps de leur envoyer les données, mais l'impact, il est vraiment là sur le temps de chargement back-end, c'est là-dedans que ça se passe, quoi. Là, c'est vraiment toute la logique métier. C'est lui qui communique avec l'ADB, pareil, et la plupart du temps, le temps est passé dans l'ADB. Vous excusez ma question, du coup, très pragmatique sur l'utilisation de Pointa pour un client final. Quand il fait une modification de time selector, à chaque fois, ça repart à quelle profondeur chercher l'information ? Là, c'est dynamique. C'est dynamique. Donc ça va là. Et est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ne demandent pas d'aller en bas ? Qu'est-ce qui est traité du coup les assets. Ouais, donc ce qu'on appelle les assets, donc ça veut dire les images, donc le logo Pointa, le code JavaScript, donc tout ce qui va être exécuté côté client, c'est servi aussi,
les feuilles de style, donc le truc qui détermine le design, c'est servi en haut. Ok. Pas mal de petits fichiers HTML qui sont utilisés et remplacés à la volée pour construire tout le design, ils sont renvoyés d'en haut aussi. En fait, Et toute la data, toute la donnée, tout ce qui sort de la base de données, ça vient là. Pour la remonter une fois, il faut aller chercher en bas. Ouais. Après, quand tu veux cacher un graphe ou isoler un graphe, puisque tu as déjà remonté la data, C'est que ton navigateur. Ouais. c'est quoi ton navigateur? Ça se passe que chez toi. nulle part. Ouais. que chez toi-même. Ça Ouais, va même pas ça là. vient même pas Ça, faire non. la moindre requête. Alors, C'est de la après, ouais. présentation en Il y, local. a des moyens aussi de faire du cache, notamment avec Varnish, enfin même avec Nginx, il sait le faire aussi, un peu moins bien, mais il sait le faire aussi. Il y a moyen de faire du cache, comme sur les Magento, nos clients ont Varnish qui mettent en cache toutes leurs pages dynamiques ou une partie, et du coup ça va même pas taper là. Ça, si tu veux Nous, on le fait faire pas. un schéma, En gros, si on mettait un varnish. si on mettait un Varnish, moi je l'aurais mis là, ou à la place de ça, ou là, enfin, par là quoi. Mais plutôt derrière Nginx. Ouais, plutôt derrière, je pense. Parce que Nginx, il sait gérer le SSL, donc c'est pratique. Et puis parce que les fichiers statiques, ça sert pas à grand chose de les mettre en cache quand on a des SSD, donc ça va vite. Surtout que ça, pour le coup, j'imagine que Nginx doit les cacher. Non. Non. Enfin, Il est doit- relié à chaque fois sur le disque. Ouais, il le relie, ouais. Mais après, il y a du cache 10 par le système, mais oui, il le relie sur les disques. On pourrait lui dire de les cacher d'ailleurs, mais je le fais pas. Ça présente pas un intérêt. Ouais, ça présente pas un intérêt monumental. Surtout qu'il faut voir quand même que la majorité de nos requêtes sont servies globalement en 50 millisecondes max, quoi. Enfin, entre 50 et 100 millisecondes, la majorité. Il y en a certaines un peu plus lentes, mais c'est pour ça que, après on en fait beaucoup, mais donc ça va quand même assez vite au final, donc il n'y a pas vraiment de besoin d'avoir un serveur de cache devant. Surtout que la donnée change très très souvent, donc ce serait très difficile de cacher efficacement. Par contre, pour nos clients qui changent leur catégorie une fois toutes les 2 semaines, eux, c'est un peu débile de reconstruire la page catégorie à chaque fois que quelqu'un la demande. Ça, c'est un bon parallèle. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Pourquoi tu disais que là, je vois, c'est écrit round robin, pas top, c'est quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les navigateurs, eux, souvent, c'est même pas souvent, c'est tout le temps, quand ils regardent Quanta Monitoring, ils voient les 2 IP, mais ils en choisissent une et ils essayent. Et éventuellement, si ça a foiré, certains, ils essaient la deuxième, mais même pas tous. En tout cas, après un timeout. Du coup, c'est après un timeout, ça veut dire qu'il va déjà avoir attendu, je sais pas, au moins 30 secondes d'essayer de se connecter à la première IP qui marche pas, avant d'essayer la deuxième. Ce qui fait que ça ralentit quand même tout du point de vue du client. Parce que la requête, elle va jamais arriver là si le serveur il est par terre. C'est pour ça que c'est pas génial. Dans le monde idéal, les navigateurs, quand il y a ce genre de truc, ils essaieraient les deux en même temps et ils garderaient la première qui se connecte. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, de toute façon, moi je suis un peu pressé. Là, du coup, en l'état, tu pourras mettre plus de machines si tu voulais. Derrière, ouais, là j'en ai dessiné 2 pour qu'on voit bien qu'il y en a plusieurs. En réalité, il y en a 3. Peu importe le niveau, tu peux rajouter des machines Ouais. pour gérer. Oui. Bon, après, c'est pas très intelligent d'en rajouter là parce que ça absorbe quasiment aucune charge et que ça veut dire qu'on augmente encore la liste d'IP, la liste de serveurs à reconfigurer à chaque fois qu'on a un truc à changer. Mais en rajouter là, c'est vraiment là qu'il faut le faire. C'est-à-dire que si on veut absorber beaucoup plus de requêtes, j'ai juste à rajouter des serveurs là parce qu'eux, en réalité, ils font rien quasiment. Il y en a juste 2 pour qu'il y en ait un qui prenne le relais. C'est vraiment que pour la redondance, hein. C'est vraiment pas pour répartir la charge entre les deux, ça sert à rien. Donc il y a un intérêt dans la scalabilité de cette infra-là. C'est clair. Par rapport à ce qu'on avait avant, où on avait un serveur où à la limite on aurait pu en mettre 4 et les mettre dans le rond en DNS et du coup ça arrive un peu au hasard sur les 4 et plus ça ne balance pas très très bien ce genre de mécanisme. C'est souvent assez inégal. Et par contre, s'il y en a un qui meurt, ça devient chiant et c'est pas facile à administrer. Ce genre de mécanisme est beaucoup plus simple pour ajouter ou enlever des serveurs. Ça prend environ 2 secondes d'en enlever un. Et les besoins de scalabilité vont être liés au nombre de comptes ou au nombre d'utilisateurs, à la récurrence de connexion d'utilisateurs? C'est au nombre de requêtes, donc ça veut dire plus il va y avoir d'utilisateurs connectés en même temps, plus ça va faire de requêtes et plus il va falloir de serveurs en bas. En l'occurrence, là avec 3, on est très très large. Et pour info, ils ont 8 workers chacun, ou 4, je sais plus. Donc vraiment pas beaucoup. Ça veut dire qu'avec 24 processus en même temps, on peut traiter 24 requêtes en parallèle et ça suffit largement à couvrir tous nos besoins actuellement. Notamment parce qu'il y a ça, parce que les requêtes vont très vite, parce qu'on répond très vite aussi, ce qui fait qu'au final, il n'y a pas besoin de plus.
Sur un site e-commerce, c'est une histoire différente, mais il en faut plutôt une centaine généralement. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci à toi. Merci à vous de m'avoir écouté.